Le nombre d'agriculteurs travaillent la terre avec leurs mains, avec des outils simples. C'est en ce moment qu'on est en train de passer le pic. Le nombre de mineurs de charbon, on a passé le pic en 2015. Le nombre de mineurs en général, on n'a sans doute pas passé le pic. Tu sais, quand on prend le monde dans sa globalité, il vit avec des techniques anciennes. Et c'est pour ça que je suis très critique du futurisme technologique. Cette idée que c'est le high-tech, la super innovation qui va nous tirer d'affaire. Je pense que c'est complètement à côté de la plaque par rapport à la réalité du monde technologique et matériel. Globalement, on n'est pas du tout dans la bonne direction. Je veux dire, en 2024, les émissions de CO2 ont encore augmenté à l'échelle mondiale. C'est pas simplement quelques petites adaptations du système énergétique et du système économique. C'est vraiment tout remettre à plat, y compris jusque dans le fonctionnement même de nos sociétés, quoi. On est à un moment où, en gros, on n'a plus de temps. Jean-Baptiste, bienvenue à toi sur cette chaîne. Elle s'appelle Limite, on est là pour parler de ce que j'appelle le triangle de la force. Donc, de limites planétaires, de limites des ressources et des limites humaines aussi. À quel niveau, dans la situation qu'on est en train de vivre, l'humanité atteint son maximum de potentiel, que ce soit en travail, que ce soit en développement technique, que ce soit en innovation. Et essayer de comprendre à quelle sauce on va être mangé ou à quelle sauce on va réussir éventuellement à se métamorphoser, à transformer les choses. Bienvenue à vous sur cette chaîne de votre côté. N'hésitez pas à liker et vous abonner parce qu'on va parler de sujets très lourds, très porteurs. Je voulais démarrer avec une blague en lui demandant tout de suite s'il va y avoir une transition ou pas. Je crois que je vais la demander. Est-ce qu'il va y avoir une transition ou pas? Une transition de quoi? De tout le système énergétique? Exactement, du système énergétique. Alors, dans les temps impartis, dans les temps où il faudrait réagir, objectivement, c'est maintenant très peu probable. Fin de vidéo, merci tout le monde. À bientôt sur Limite. N'hésitez pas à commenter. Ciao, ciao. Bon, vous avez bien compris, c'est une blague. On va pas tout de suite arriver à la fin du game. On va essayer de passer par tout un cheminement. Jean-Baptiste, moi déjà, j'ai envie de te demander une question qu'on demande très peu aux chercheurs. Comment ça va la santé mentale? Ça va bien. La vie est belle? Oui, bien sûr. Aborder toutes ces thématiques, les creuser, voir un petit peu les politiques actuelles. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as du recul ou alors c'est lourd à porter? D'un point de vue mental, c'est plutôt que je suis énervé, des fois en colère, quand je vois des choses qui me semblent très problématiques dans l'expertise, dans ce qu'on nous raconte, etc. Mais sinon, la santé mentale va bien, quoi. Ça donne de l'énergie, même de l'énergie de chercheur, quoi, de voir tout ce qui va pas dans ce qu'on raconte. Qu'est-ce qui t'a énervé récemment? Alors, ce qui m'énerve récemment, je sais pas là, tous les investissements qui vont dans tout ce qui est capture et stockage de carbone, dans la promesse qu'on va faire de l'électricité qui va en même temps stocker du carbone, dans les promesses qu'on va stocker des gigatonnes, des milliards de tonnes de CO2 dans des plantations forestières, dans la promesse technologique, je sais pas moi, qu'on va faire voler des avions sans émettre de CO2 grâce à l'hydrogène. Tout ce flot de promesses technologiques qui ont aucun critère de réalisme, surtout une fois encore dans les temps qui nous restent pour agir sérieusement face au changement climatique. Donc ça m'énerve, clairement. Après, il y a d'autres choses qui m'énervent, mais ça va moins énerver vos auditeurs. C'est la manière dont on instrumentalise l'histoire, quoi. Dont on utilise l'histoire, justement pour créer cet imaginaire d'une économie entièrement décarbonée, comme ça, en 25 ans. Et comment on utilise une histoire de l'énergie qui n'existe pas. Genre une histoire de l'énergie où il y a eu des grandes transitions par le passé et paf, maintenant on va faire une nouvelle transition. Comme si le capitalisme avait réussi à gérer plein de transitions par le passé grâce à l'innovation, aux investissements, etc. Et que maintenant, face au changement climatique, il suffit de faire une N+1e transition. Ça, c'est un discours hyper dominant, en fait. On va en parler de ça. Moi, je voudrais d'abord te demander, Jean-Baptiste, est-ce que tu pourrais me dire dans quelle situation on est? Nous tournons cette vidéo, nous sommes en octobre 2024. Quelle est la situation en France, en Europe, en Belgique? Quelle est la situation dans le monde en termes de ressources, en termes de tournant historique, de tournant éventuellement par rapport à notre système économique et en termes environnementaux? La petite mise en perspective. Pour la question qui nous intéresse, en gros les questions climatiques et énergétiques, on est à un moment où, en gros, on n'a plus de temps. Voilà. Moi, je crois que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Il nous reste, en gros, pour les pays riches, 25 ans pour décarboner leur économie. Et pour le monde entier, il faut avoir décarboné l'économie entre 2050 et 2070. Donc, c'est vraiment demain, quoi. Voilà. Je crois que c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Ce que nous disent les climatologues, c'est que si on veut pas dépasser les 2 degrés où il se passe plein de choses assez graves quand même, il faut avoir décarboné l'économie mondiale avant 2070. Ça, c'est un truc gigantesque. Donc c'est pas simplement quelques petites adaptations du système énergétique et du système économique, c'est vraiment tout remettre à plat, y compris jusque dans le fonctionnement même de nos sociétés, quoi, à mon avis. Voilà. Et je crois que ce qui m'a énervé tu me disais la santé mentale, ce qui m'a énervé dans cette idée de transition énergétique, c'est que ça euphémise, ça réduit à pas grand chose, comme quelque chose de naturel, ce qu'il faut faire.
Voilà. Alors sinon, l'État plus général, on va pas du tout dans la bonne direction pour des raisons aussi politiques. C'est-à-dire, on a plutôt un recul en fait des forces politiques qui auraient peut-être été capables de prendre ça à bras-le-corps. On a plutôt une montée de l'extrême droite, pas que en Europe d'ailleurs. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de motif d'espérance, j'ai envie de dire. On vit pas une immense bascule. Le seul motif où il se passe quelque chose d'intéressant et d'important, ça va pas nous faire décarboner l'économie mondiale, mais c'est un rôle important, c'est le développement du solaire en Chine en particulier, en Asie. Là, il se passe quelque chose d'important, qui fait que ça sera peut-être moins pire que ce qu'on avait pu croire il y a quelques années, mais globalement, on n'est pas du tout dans la bonne direction. Je veux dire, en 2024, les émissions de CO2 ont encore augmenté à l'échelle mondiale. Je crois que c'est ce genre de choses qu'il faut retenir, quoi. Toi, en tant qu'historien, c'est quel moment de notre histoire environnementale qu'on a raté? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a raté? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, de toute façon, dans, on va dire, la marche de l'humanité, fait qu'on allait irrémédiablement le rater, en quelque sorte? Parce que on se repose de génération en génération sur des anciens concepts. Je vais m'expliquer. T'as devant toi quelqu'un qui était fan du jeu Age of Empires. Je sais pas si t'as connu ce jeu-là. Je connaissais Civilization, je sais pas si c'est le même genre. C'est le même style. Ouais. Effectivement, Age of Empires, tu passais de l'âge féodal à l'âge impérial, puis tu débloquais, en fait, tant que t'évoluais, tes ressources arrivaient à tel niveau, tel niveau de conquête, tu passais d'un âge à un autre. Et t'accédais à de nouvelles technologies, t'accédais aux progrès techniques, etc., etc. Donc, ça démarrait à l'Antiquité, et puis tu te retrouvais au Moyen-Âge. Et effectivement, je jouais beaucoup à des jeux vidéo où tu es capable, comme civilisation, à faire upgrader ta civilisation d'un état à un autre, comme si, en fait, les vieilles techniques, elles sont passées. Et effectivement, tu l'as bien raconté à plusieurs reprises sur Internet, que nous sommes dans un empilement, en fait, de capacités. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu venir? D'où vient cette notion, cette vision que, ça y est, hop, on est passé d'un statut de civilisation à un autre statut, à un autre niveau, et qui nous a fait croire qu'en fait, on avait laissé tomber, parce que c'était littéralement mon champ de croyance, quoi. Je veux dire, que ce soit à travers les jeux vidéo, que ce soit à travers les films, moi, quand je suis tombé sur tes travaux, je me suis dit, attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais persuadé que c'était fini, la consommation de bois, le charbon, j'étais persuadé que c'était passé. En train de finir, ouais. Qu'est-ce qui a fait, par exemple, que ça a fucked up dans mon cerveau? Qu'est-ce qui a fait que l'humanité n'a pas vu ce truc? Alors, je sais pas si l'humanité n'a pas vu ce truc, ce serait un peu prétentieux de croire que l'humanité n'a pas vu ce truc et je suis le seul à l'avoir vu, c'est pas vraiment ça, mais en gros, non, bien sûr. Non, par contre, il y a un récit qui est ancien, qui est celui, en gros, du progrès, ça se construit à partir de milieu 19e siècle, où on raconte l'histoire de l'humanité, à travers son développement technologique. Et on va s'intéresser aussi, ça c'est un point important, non pas à l'ensemble des techniques en usage, mais à quelques techniques qui nous semblent hyper importantes et qui sont les plus innovantes. Et on va réduire un peu l'énormité de toutes les techniques qu'on utilise aux techniques nouvelles. Là, avant l'entretien, on a discuté de quoi? De l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est vraiment ce qui singularise notre époque? Est-ce que c'est ça vraiment le truc hyper important? Moi, j'en sais rien. Objectivement, on n'en sait rien. Tu vas étudier, tu sauras peut-être dans 50 ans. On saura peut-être dans 50 ans, ouais. L'importance vraiment de l'IA pour, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'IA, ça nous obnubile, mais il y a plein d'autres choses qui se passent dans plein d'univers techniques où on ne s'intéresse pas, mais qui sont peut-être bien plus importants. Je sais pas si on prend l'agriculture, qui est quand même, à mon avis, un peu le secteur économique le plus important au monde, vu que c'est ça qui fait qu'on peut survivre. Il y a plein d'innovations, on n'en parle pas. Donc, il y a, je crois, une focalisation sur l'innovation, sur le truc nouveau, le truc high-tech, etc., qui fait qu'on néglige, en fait, le vrai monde technique qui nous fait vivre, qui structure notre économie. Ça, c'est je crois, le premier point. Et c'est un truc ancien. Au 19e siècle, c'était courant de dire, on vit à l'âge de la vapeur. Ou à l'âge du charbon. C'est ce qui se disait à cette époque-là? Ouais, à cette époque, au 19e, c'était banal de dire on vit le railway age, l'âge des chemins de fer, etc. Alors, je peux vous assurer, au 19e siècle, le chemin de fer, c'est pas du tout important pour les mobilités, en fait. Les gens, ils marchent encore à pied, majoritairement, quoi. Enfin, je veux dire, si on prend, il y a que les riches, en fait, qui peuvent prendre le chemin de fer au 19e siècle encore, hein. Donc, vraiment, on a tendance à confondre l'innovation et l'ensemble des techniques. Je crois que ça, c'est le premier point de départ. Deuxième point, un peu plus spécifique encore. Autant sur les techniques, parfois, il y a des formes de substitution. Je sais pas, les téléphones portables ont rendu caduc le téléphone avec le fil en cuivre. Ok, pas de souci. Le problème, c'est qu'on a plaqué sur le monde matériel, sur les dynamiques matérielles, c'est-à-dire les matières, hein, j'entends les matières premières, quoi. On a plaqué sur l'histoire des matières premières une histoire qui pouvait plus ou moins marcher pour l'histoire des techniques, avec des histoires de substitution. À la limite, il y a un truc que je voudrais que les auditeurs retiennent de tout cet entretien, c'est que les matières premières, pour l'instant, n'ont jamais été obsolètes. Il n'y a pas une seule matière première qui a décru. À vrai dire, il y en a une, c'est la laine de mouton,
qui a décru, parce que les pulls en laine, c'est moins à la mode, et surtout, il y a les fibres synthétiques, en fait, qui font qu'on a besoin de moins de laine de mouton. Mais c'est la seule. Hein. Donc vraiment, l'histoire matérielle de l'humanité, c'est une histoire qui est purement cumulative. Voilà. Et je crois que c'est vraiment un point important quand on discute beaucoup trop légèrement de high-tech et d'innovation qui vont résoudre les questions du changement climatique et la question environnementale en général. Je veux dire, c'est pas qu'on n'a pas été innovant par le passé. Bonsoir, le XXe siècle était hyper innovant. Pensez à toutes les innovations dans la chimie, dans le plastique et tout ça. Ça n'a pas rendu obsolètes les matières premières naturelles. Ouais. Donc vraiment, ça, je crois que c'était vraiment un problème intellectuel important et qui a été repris par les économistes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très à la mode, cette idée de destruction créatrice. C'est un monsieur qui s'appelle Schumpeter, un économiste des années 30 qui invente ça. En gros, toute la dynamique du capitalisme, c'est l'innovation qui rend obsolètes les vieilles techniques et tout. Donc, les économistes ont été formés là-dedans. Et ils ont appliqué à plein de domaines, et la question du changement climatique en fait partie, cette vision du monde matériel qui est juste complètement à côté de la plaque. Juste encore quelques petits aspects tout bêtes. Par exemple, le nombre d'agriculteurs qui travaillent la terre avec leurs mains, avec des outils simples, bah, c'est en ce moment qu'on est en train de passer le pic de l'agriculture familiale, artisanale d'une certaine manière. Hein, c'est en ce moment. Le nombre de mineurs, le nombre de mineurs de charbon, on a passé le pic en 2015. Le nombre de mineurs en général, on n'a sans doute pas passé le pic. Il suffit qu'il y ait, par exemple, je ne sais pas, dans les années 2008, il y a une crise financière, l'or prend beaucoup de valeur, ça fait qu'il y a eu des millions de mineurs en Afrique qui sont mis à extraire de l'or de manière très artisanale. Voilà. Donc on vit, enfin le monde entier, quand on prend le monde dans sa globalité, il vit avec des techniques anciennes. C'est ça vraiment, moi je crois qu'il faut avoir en tête, et c'est pour ça que je suis très critique du futurisme technologique, de cette idée que c'est le high-tech, la super innovation qui va nous tirer d'affaire. Je pense que c'est complètement à côté de la plaque par rapport à la réalité du monde technologique et matériel à l'échelle mondiale. Voilà. C'est drôle quand tu parles que c'est sur des techniques anciennes. Ouais. Moi, j'imagine une mine. Bon, je suis originaire de Belgique. Ouais. La Belgique, c'est une grosse histoire avec les mines de charbon. Charleroi, on sera amené à certainement en reparler. Où toutes les mines ont été fermées. Et voilà, les grands-parents qui étaient mineurs, etc. Enfin, on a cette image-là vraiment du passé. Ouais. Effectivement, on n'a jamais extrait autant de charbon que depuis quelque temps, depuis ces dernières années. Et tu as parlé de mines artisanales, mais on a l'impression qu'en fait, comme nous vivons, enfin là, on fait ce tournage à Paris, on n'a pas de mines à proximité. Nous, en Belgique, on a un peu en Wallonie, on a encore quelques mines pour faire de la chaux, donc mines de calcaire. Qui existent. Des carrières, en fait. Voilà, des carrières, exactement. Mais globalement, on voit des machines qui y travaillent. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette période de l'Antiquité, à cette période du Moyen-Âge, où il fallait envoyer des gens dans ces mines de façon extrêmement rudimentaire, on a parfois des images qui viennent du Nord Kivu, d'Afrique, où des gens sortent il y a des éboulements, enfin, c'est assez effrayant, et on voit des milliers de personnes qui sont en train de creuser. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'essentiel de toute notre technologie, de tout ce que nous avons comme matériaux transformés, est issu de mines artisanales ou du tout. Les mines artisanales sont assez minoritaires dans la production finale, mais ça n'empêche pas. En gros, si on prend le charbon, il est très, de manière écrasante, extrait par des machines. Aujourd'hui, vous avez raison, évidemment. Ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de gens qui extraient encore le charbon avec des méthodes très artisanales, en Afghanistan par exemple. Le truc qui emploie le plus de mineurs artisanaux au monde, c'est l'or. C'est vraiment l'or. On estime qu'au niveau mondial, il y a 40 millions de mineurs artisanaux qui travaillent de manière artisanale. 40 millions. 40 millions. Le nombre de mineurs en Angleterre à son pic d'extraction en 1900, c'est 1 million. En fait, il n'y a jamais eu autant de mineurs artisanaux maintenant. C'est ça le point. Parce qu'en fait, il y a une croissance démographique aussi. Et puis, il y a toujours des gens très pauvres qui ont ça comme, enfin, voilà, ont ça comme moyen de vie, quoi. Je crois que c'est juste ça, en fait. Et puis, les inégalités énormes de richesse font que, en fait, ça peut valoir le coup d'employer de la main-d'œuvre extraordinairement bon marché, parce qu'on a tellement d'argent dans certains pays ou dans certaines classes sociales qu'on peut avoir des travailleurs très bon marché. Moi, un truc qui m'a frappé, c'est quand même la prolifération de livreurs Uber à vélo dans les villes du monde riche, et même très riches. Parce qu'il y a des écarts de salaire gigantesques. Et donc, on peut payer, je sais pas, quelqu'un 5 ou 6 euros de l'heure, parce que c'est quasiment ça maintenant, pour se faire livrer son McDonald's. C'est complètement idiot. Mais voilà, ça paraît contre-productif, quoi, d'une certaine manière. Mais c'est lié aux écarts de salaire gigantesques qui se créent. Et d'ailleurs, à New York, c'est très à la mode, parce qu'il y a des très grands écarts de salaire, quoi. C'est ce genre de choses, évidemment. Comment tu réagis quand tu sais que ces grands écarts de salaire rentrent dans une forme de méritocratie à l'américaine, de rêve américain, au moment où tu acceptes de faire un boulot dur, très éreintant, qui va casser ta santé,
mais parce que ça fait partie du jeu et que, je veux dire, un Américain, et quand tu lui demandes, ouais, mais t'as pas l'impression que c'est un peu injuste par rapport au millionnaire qui vit sur ses rentes, et il dit, ah, ben, le millionnaire, il a taffé pour ça, ben, moi, je vais taffer aussi pour atteindre ça. Mais que, malgré tout, en termes de difficulté d'accès aux ressources, en matière de centralisation des capitaux, comment est-ce qu'on explique à une personne comme ça en disant, ouais, mais statistiquement, peut-être que tu peux y arriver, mais globalement, tu démarres pas du tout avec les mêmes cartes, en fait, et que tu crois en quelque chose qui est faux, en quelque sorte. Moi, je suis pas du tout expert de ça. C'est vraiment la vision du béotien un peu politisée, mais oui, on sait que c'est faux et comment te dire, c'est un vieux discours, c'est ce truc de la méritocratie à l'américaine, du self-made man, mais qui est contredit par à peu près. Enfin, on va toujours trouver 3 exemples de milliardaires qui viennent du ruisseau, mais c'est juste faux statistiquement, effectivement, quoi. Enfin, voilà. Donc, je veux dire, une fois encore, je suis pas du tout expert de ça et je pense que en tout cas, c'est un vieux discours du capitalisme depuis le 19e siècle, très à la mode aux États-Unis. Effectivement, il y a un truc assez américain. En Europe, personne n'y a jamais cru et les capitalistes n'ont même pas essayé de le faire croire d'une certaine manière. Macron, il le fait un peu. Il faut traverser la rue pour trouver oui, un mais job. pas de là devenir milliardaire. Bon, ça, c'est un problème. Mais ça, c'est un truc qu'on peut reprocher, à mon avis, au gouvernement Macron, c'est d'avoir valorisé énormément le succès individuel. Il a dit vraiment, avant qu'il soit, je sais plus si c'était avant ou au début qu'il soit président, je voudrais une France où il y ait plus de milliardaires. Enfin, voilà, il faut greed is good, hein, comme disait le film là, Wall Street. Donc vraiment, il y a ce et ça, d'un point de vue écologique, c'est problématique. C'est-à-dire, on peut pas encore inciter, je pense, ou encore indexer la réussite individuelle à l'accumulation du capital. Parce que l'accumulation du capital, elle sera jamais immatérielle, elle dépendra toujours de ressources. C'est assez inévitable. Voilà. Donc c'est vrai que là, il y a un lien très fort entre capitalisme et destruction de l'environnement, en fait. Et puis il y a un lien très fort entre une société individualiste qui valorise la réussite matérielle et individuelle et la destruction de l'environnement. C'est quand je dis, voilà, à mon avis, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est vraiment un changement profond. Ça fait partie des choses qu'il faudrait vraiment changer, quoi. Ça fait combien de temps maintenant aujourd'hui que nos sociétés fonctionnent intégralement sur du carbone? Est-ce qu'on peut s'imaginer de parler de la révolution industrielle qui a utilisé à profusion le charbon, ou est-ce que c'est quand même avant ça avec le bois? Alors, nos sociétés ne reposent pas intégralement sur du carbone. C'est en gros 80% de l'énergie primaire qui dépend effectivement de combustibles fossiles. Moi, ce que j'ai raconté un peu dans mes travaux, c'est qu'il faut sortir de cette idée où on passe d'une énergie à une autre. Et cette idée de transition entre différentes sources d'énergie dans le temps, ça marche pas très bien, même très mal en fait. Et donc, par exemple, l'idée que la révolution industrielle, qui est effectivement le début du moment où on se met à exploiter massivement le charbon, c'est pas du tout qu'on abandonne les choses qu'il y avait auparavant. Les choses qu'il y avait auparavant, le bois, l'hydraulique, le vent, se développent prodigieusement au 19e siècle grâce au charbon. Un exemple que j'aime bien et que je trouve assez parlant, on raconte souvent, mais quand je dis on, c'est des historiens professionnels, hein. L'Angleterre aurait fait une transition énergétique du bois vers le charbon au 19e siècle avec le développement des mines. Il s'avère que les mines de charbon en Angleterre consommaient énormément de bois. Pourquoi? Pour étayer les galeries, sinon ça s'effondre. Ouais. Et c'est hyper important, c'est de ça dont dépend la vie des mineurs en fait. Le premier accident dans les mines, c'est les galeries qui s'effondrent, c'est ça qui tue le plus de gens. Et donc, quand je dis c'est beaucoup de bois, c'est 4,5 millions de mètres cubes de bois. Ça va rien vous dire, mais il faut savoir que l'Angleterre, au 18e, brûlait 3,5 millions de mètres cubes de bois. Donc uniquement pour produire son énergie, pour faire du charbon, l'Angleterre consomme plus de bois en 1900, et jusqu'en 1950, hein, c'est pas que le début du 20e, elle consomme plus de bois en 1900 qu'elle n'en consommait au 18e siècle. Donc l'idée que la révolution industrielle, c'est une transition, ça marche très mal en fait. Et puis en plus, l'Angleterre consomme plus de bois pour plein d'autres raisons, pour faire des maisons, pour faire des chemins de fer, etc. Donc vraiment, cette vision, on passe d'une énergie à une autre, d'une matière à une autre, ça marche très très mal. L'histoire de l'humanité, c'est l'expansion symbiotique, c'est-à-dire les énergies, elles s'entraident les unes entre les autres, elles sont en symbiose. C'est l'expansion symbiotique de toutes les énergies et de toutes les matières. En gros, on a plaqué sur l'histoire de l'énergie la vision compétitive, darwinienne, où il y aurait des trucs en compétition sur un marché. Ça peut être vrai dans certains secteurs, mais globalement, c'est pas vrai. Voilà. Les énergies, elles s'entraident. Pareil, pétrole et charbon, ça marche très bien ensemble, en fait. L'idée que le pétrole remplacerait le charbon, c'est vrai dans les moteurs. On
On met à la carte ces vieilles machines à vapeur qui sont hyper inefficaces. On met des moteurs essence, diesel, tout ce que tu veux. Mais il n'empêche que ces moteurs-là, ça sert à faire avancer des machines en acier. Et cet acier, il dépend de quoi? Du charbon. En fait, toute l'infrastructure pétrolière dépend de l'acier. Tout. Depuis l'extraction jusqu'à sa consommation, il faut de l'acier. Et l'acier, il faut du charbon pour le produire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, pas de pétrole, pas de charbon, pas d'acier, pas de pétrole, du coup. Donc, du coup, le pétrole stimule le charbon qui stimule le bois au XXe siècle. Okay. Parce que je veux dire, il n'y a pas du tout ces trucs d'effacement des choses anciennes, en fait. Voilà. Donc ça vraiment, c'est c'est, quand on prend les chiffres, c'est massif. Par exemple, l'industrie pétrolière américaine, au début du XXIe siècle, ça consomme des tubes, essentiellement des tubes en acier. Parce que pour faire des trous, il faut forer, il faut transporter le pétrole, il faut le raffiner, tout ça, ça se fait dans des tubes. Ces tubes en acier, ça représente plus d'acier que tout ce que l'économie américaine consomme en 1900. C'est le genre de truc, en fait, qui fait que vraiment, cette vision de transition est vraiment fausse, quoi. Voilà. Comment alors tu fonctionnes et comment est-ce qu'il faut fonctionner après quand on reçoit des informations pareilles, quand on entend effectivement tous les discours, et d'ailleurs nous-mêmes on y contribue beaucoup, sur Limite, on parle qu'il faut effectuer une transition, c'est un petit peu le mot magique qu'il faut sortir, que des politiques aussi parlent de faire des transitions, voilà, c'est le travail de la transition écologique. En fait, on est en train de se foutre le doigt dans l'œil, politiquement parlant, sur les promesses, partout sur Terre, parce que ce terme-là, enfin pas partout, mais le terme est quand même omniprésent dans les pays occidentaux, dans le Global Nord surtout. Mais en fait, c'est incroyable. Si c'est un gros mensonge, je veux dire, même moi, nous, c'est une grosse remise en question. Quelle est la solution? Alors, en fait, comment est-ce qu'il faut faire pour décarboner en sachant très bien, ou alors, ça se joue, tu vas me dire qu'en fait, on va pas y arriver. Excuse-moi, mais c'est très dérangeant ce que tu dis. T'as pas peur que ce type de discours, en fait, crée l'inaction, justement, en se disant, j'ai écouté, JB Fresso, là, c'est sympa, mais il dit qu'il y aura pas de transition, que c'est trop compliqué, donc, autant baisser les bras et continuer à prendre son jet ski en mangeant du Nutella, façon de parler, sur la baie d'Hudson, comme j'aime bien dire, à New York. Alors, tout ça, jet ski, Nutella, je sens pas trop ensemble, mais ouais. Pas facile, les deux. J'en sais rien, j'ai jamais fait. Je mange du Nutella, mais j'ai jamais fait de jet ski. Alors, pour ce qui est alors, il y a plein de questions en même temps, là, j'ai un peu du mal. J'adore toujours faire plein de questions en même temps. Alors, dans l'ordre. Je vais essayer de retrouver l'ordre. En gros, moi, je parle de transition énergétique. Et quand on dit transition énergétique, on met l'accent quand même sur, en gros, on va changer entièrement notre système énergétique. D'accord? Quand on dit transition énergétique, en fait, on parle d'un truc qui, est assez, un peu, il y a plein d'aspects fantomatiques et un peu slogan, en fait, dans cette affaire. Parce que, autant il y a des secteurs qu'on sait décarboner, je pense à l'électricité, autant il y a d'autres secteurs, mais en fait, c'est de quoi on parle? On parle de transition énergétique dans l'acier, dans l'aviation, dans le commerce maritime, tout ça. On parle de choses qui sont encore assez science-fiction, et qui arriveront certainement pas à se déployer. L'avion hydrogène. L'avion hydrogène en fait partie, des trucs où même, en fait... Mais ils en sont pas qu'ils en font partie, c'est qu'ils en sont persuadés, ils mettent des tonnes, ils investissent. Non, ils en sont pas persuadés. C'est de la com? C'est que de la com, c'est beaucoup de la com. Ouais. Ah ouais, d'accord. Très clairement. Boeing a laissé tomber, par exemple, l'avion hydrogène, en disant, mais ce truc... on en parle depuis très longtemps, de l'avion hydrogène. Depuis les années 70, on parle de l'avion hydrogène. Moi, j'ai pas mal épluché les archives des années 70. Il y a un journal qui s'appelle The Journal of Hydrogen Energy. Il y a plein de trucs sur l'avion à hydrogène. Ça n'a rien donné pour l'instant. En gros, je ne vais pas entrer en détail. En plus, faut discuter avec des ingénieurs aéronautiques de ces questions. Si vous voulez vraiment avoir des infos sérieuses, il ne faut pas écouter les communicants d'Airbus. Il faut discuter avec les ingénieurs. Alors, le problème, l'hydrogène, même liquide, c'est 3 fois moins dense en énergie que le kérosène. Donc, il faut 3 fois plus de volume. 3 fois plus de volume de réservoir. Donc, déjà, il faut refaire toute l'aviation. Ouais. Il faut reprendre à zéro. 30 000 appareils faciles, ouais. Bien plus, ouais. Et ensuite, après, il faut amener l'hydrogène liquide dans les aéroports. Il faut refaire toute l'infrastructure, tout, de A à Z. Premièrement. Deuxièmement, l'hydrogène liquide, ça se conserve à moins 253 degrés. Donc, il faut laisser l'hydrogène liquide à moins 253 degrés à 10 km d'altitude. C'est compliqué. Après, cet hydrogène, il faut le produire. Ça nécessite énormément d'énergie. Mais vraiment beaucoup d'électricité. Alors, il y a des calculs qui sont faits, rien que pour Roissy, je me souviens plus, c'est genre 10 réacteurs nucléaires, rien que pour faire les carburants de Roissy, quoi. 10 réacteurs nucléaires, juste pour faire les carburants de Roissy, c'est que dalle. Enfin, c'est que dalle, pardon. C'est que dalle dans les perspectives, non, c'est énorme. Donc, mais c'est impossible. Non, mais c'est pas énorme. Excuse-moi, mais tu viens de faire bugger mon cerveau, quoi. Non, c'est vraiment impossible, effectivement. Donc, en fait, on parle de fantômes. Quand on parle de l'avion hydrogène, on parle d'un truc
On pourra toujours faire 2-3 jets privés à hydrogène, évidemment. Je sais que des grands youtubeurs ont été, Thibaut InShape, ont été faire la promotion du secteur de l'aviation et que dedans, ils ont bien utilisé des termes en mode oui, mais demain, on pourra voler à l'hydrogène, on travaille sur les solutions de demain. Alors, c'est qui le on? C'est un schéma, c'est un schéma de croyance, quoi. Ouais, mais le on, ça sera je te dis, il y aura forcément des avions petits courriers, pour faire. Donc, c'est pour une élite. Exactement. Mais eux, leur idée, c'est que ce soit rentable pour le maximum de personnes, quand même. C'est un peu ça l'idée, non? Non, mais vraiment, là, pour le coup, on rentre c'est vraiment de la com à l'état pur, l'avion à hydrogène. Vraiment, ça fait partie de ces trucs qui ont pas grand sens technologique. Et la marine marchande, alors? La marine marchande, c'est peut-être je suis pas expert de ça, mais faut écouter même d'ailleurs des entretiens récents de, Dreyfus, là, le représentant de la marine marchande. Il dit, il y a quand même un mur technologique. Autant 2030, on peut effectivement brûler du gaz plutôt que des fuels lourds, etc. On peut améliorer un peu. Après, si on brûle du gaz là, on ne brûlera pas ailleurs. Enfin, bon, c'est quand même compliqué. Mais à 2050, sur l'objectif de neutralité, il y a des murs technologiques majeurs. On parle pas de, voilà, c'est juste qu'on sait pas bien faire, en fait. Et je crois que, en fait, il faut que les techniciens, une fois, c'est pas mon rôle de faire ça. Il faudrait que vous invitiez un ingénieur aéronautique. Ils doivent prendre la parole pour dire il y a des trucs qu'on saura pas faire. Faut pas rêver. Et donc, je pense qu'une fois qu'on aura ça, on aura une discussion beaucoup plus mature sur ces questions et on parlera sérieusement. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait de l'aviation? Voilà. Alors c'est 3% des émissions et 5 ou 6% de l'effet de serre parce que c'est en altitude, etc. Mais voilà, est-ce qu'on accepte ce réchauffement-là pour une élite qui des fois fait des vols qui servent strictement à rien, etc. On commencera à avoir cette discussion-là de l'utilité du CO2. Parce qu'en fait, parler de transition, ça sert à éviter de parler des choses qui fâchent. Ça sert à ça, concrètement. On imagine une économie entièrement décarbonée en 2050, où tous les secteurs s'y retrouveront, et ça évite de réfléchir à, il y aura encore du CO2 malgré tout en 2050. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on le met? Parce qu'il y a des endroits où c'est utile d'émettre du CO2. Par exemple, le ciment. Le ciment, autre truc extrêmement compliqué à décarboner. C'est dans le processus même de production, il y a du CO2 qui part dans l'atmosphère. On chauffe très fort du calcaire, CaCO3, et ça fait CaCO, et puis un CO2 qui part dans l'atmosphère. Voilà. Très compliqué à décarboner, ça coûte très cher de récupérer les émissions à la sortie des cimenteries. Donc il est probable que le ciment émette encore du CO2 en 2050. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce ciment? Le ciment, c'est pas bien ou mal. Enfin, je veux dire, ça dépend ce qu'on en fait, quoi. Si c'est pour faire des gratte-ciels de 400 mètres à Manhattan, peut-être que c'est pas hyper utile. On peut arrêter ça. Si c'est pour faire des infrastructures utiles dans un pays pauvre, oui, il faut les mettre, le CO2. On va pas tourner autour du pot. Vous voyez. Donc en fait, en gros, la question de la transition énergétique, ça a permis d'éviter de poser la question de la répartition des efforts, de la décroissance dans les pays riches pour laisser de la place au développement des pays pauvres. Ça a plein d'effets catastrophiques politiques. Moi, c'est ça qui m'embête de la transition énergétique. C'est que ça nous endort. Ça dépolitise les questions profondément. Ça donne l'impression que tu as une solution technologique pour tous les systèmes et qu'on aura tout décarboné, ce qui n'est pas vrai. Voilà, c'est tout. Et une fois encore, c'est pas un truc technophobe. Moi, je suis pas du tout technophobe. Au contraire, j'aime beaucoup l'histoire des techniques et c'est un truc qui m'intéresse, comment on fait les choses, etc. Enfin, ça me passionne. Et donc, c'est pas du tout un argument technophobe. Par exemple, sur l'électricité, les panneaux solaires sont une excellente nouvelle. C'est ce que je veux dire, c'est pas du tout... mais il faut faire preuve de discernement technologique. Alors, sur l'électricité, si je reviens sur l'électricité, effectivement, il y a les bonnes nouvelles des panneaux solaires. Faut pas non plus en exagérer la portée. C'est-à-dire, faire de l'électricité sans carbone, c'est pas nouveau. Même on a commencé à faire l'électricité avec les barrages. Donc, sans carbone. Dans les années 50, la France avait énormément de barrages, on produisait beaucoup d'électricité sans barrage en proportion. Bon. Donc ça, c'est pas nouveau. Deuxièmement, l'électricité, c'est 40% des émissions. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout le reste. Et 40% des émissions, c'est bien de les réduire. Je veux dire, ce serait super déjà si on arrivait à faire ça. Mais voilà, c'est que 40%. Et dans ces 40%, il y a déjà 40% qui sont décarbonés. Grâce à l'hydraulique, au nucléaire et déjà au renouvelable qui commence à être de plus en plus importante. Voilà. Donc il faut relativiser la révolution que représentent les panneaux solaires et les éoliennes. Alors les éoliennes, c'est assez compliqué d'installation, etc. C'est le panneau solaire qui est assez extraordinaire en termes de simplicité, quoi. Voilà, je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Et on peut prendre des exemples historiques pour relativiser ça. Je pense que ça aide beaucoup. Je vous donne un exemple. Tu peux me tutoyer, tu sais. Ah oui, c'est vrai. C'est intimidant. Ah ouais. Alors, donc en gros, quand les industriels au XXe siècle se débarrassent de leur vieille machine à vapeur et mettent des moteurs électriques. Ça se fait beaucoup pendant la Première Guerre mondiale et dans l'entre-deux-guerres aux États-Unis, dans les pays riches. Ils divisent par 10 l'intensité carbone de la force mécanique dans leur usine. Très gros succès. Quand maintenant on remplace
une centrale à gaz récente par des panneaux solaires, on divise par 10 l'intensité carbone de l'électricité. Ce que je veux dire, c'est que des grands progrès technologiques, il y en a déjà eu. Et les panneaux solaires sont juste un progrès technologique parmi une histoire du progrès technologique. Et que chaque électricité, ça n'a pas fait diminuer les émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Au contraire, ça a, évidemment, puisqu'on sait bien qu'on consomme aussi plus de charbon pour des aspects d'effet rebond, etc. Donc vraiment, il faut, je dirais, garder la tête froide sur toutes ces promesses technologiques et réfléchir, accepter de parler de la taille de l'économie. Je crois que c'est ça, en fait, qui manque beaucoup, je trouve. Et c'est la question de la sobriété, de la décroissance. On en parle beaucoup, mais en fait, on n'en fait rien, quoi. Avant de répondre là-dessus, je vais reprendre une petite question que je t'avais posée avant. T'as pas peur que ton discours, qui n'est pas le tien, c'est un travail historique, hein, je veux dire, c'est l'histoire qui démontre, c'est pas toi qui porte le truc, c'est des milliers de recherches là derrière qui ont démontré tous les propos que tu nous amènes même dans tes œuvres et dans tes livres, qui soient utilisés justement par de plus en plus de climato-sceptiques, de personnes qui se disent « Ouais, mais regardez, vous avez entendu Jean-Baptiste Fressos, il n'y aura pas de transition, donc à quoi bon? Donc continuons à faire de plus belle et trouvons d'autres solutions derrière. » Alors ça, c'est facile de répondre, il y a plein de trucs. Bon, premièrement, même s'il n'y a pas de transition, ça change quelque chose d'avoir divisé par 2 les émissions de CO2. Je veux dire, on ralentit le problème. C'est vrai qu'on ne le résout pas, il faut le reconnaître, puisque le CO2, c'est cumulatif. Hein, c'est-à-dire, en gros, ce que vous mettez dans l'atmosphère, ça reste très longtemps dans l'atmosphère. Et donc, diviser par 2 les émissions de CO2, ça divise pas par 2 le problème. Ça ralentit les 2 degrés, le passage des 2 degrés puis des 3 degrés. D'accord? Donc ça, je crois que c'est un point important. C'est pour ça qu'il est important vraiment de les baisser au maximum. Donc ça, c'est la première réponse à avoir. Et je dirais que la deuxième réponse, si ça nous oblige à avoir une discussion plus sérieuse sur les structures économiques et un peu moins fantasmée sur les transformations technologiques, tant mieux. Je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, pour moi, c'est pas du tout la même chose d'être climato-sceptique, où là, tu nies quand même des résultats scientifiques très établis et confirmés par des observations physiques, hein, des mesures. Ouais. C'est pas du tout la même chose critiquer ça et critiquer les scénarios net zéro, qui reposent sur des modélisations qui sont extrêmement problématiques. C'est pas du tout la même nature, c'est pas la même science, ça n'a rien à voir en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut très bien critiquer les scénarios net zéro qui sont avancés, qui reposent sur des technologies qui n'existent pas, par exemple. Ça me semble même plutôt positif en fait, et important de le faire. D'où la critique du AR3. D'où la critique effectivement, de certains segments du monde scientifique qui sont emparés de cette question-là et qui font des travaux très discutables d'un point de vue de rigueur. Voilà. Donc voilà, moi je pense que c'est pas du tout la même chose et il n'y a pas de problème à avoir cette discussion. Surtout qu'une fois encore, ça permettra de mettre sur la table plein de choses qui fâchent et dont il faut discuter. Taille de l'économie, utilité sociale du CO2. Il y a du CO2 qui est utile, du CO2 qui est pas utile. Et aussi répartition, évidemment, répartition économique, répartition de la production. Toutes ces questions qui devraient être au cœur, et qui sont au cœur, en fait, au COP. Pourquoi ils sont de poigne, les États? C'est bien parce que les pays pauvres disent, non, nous, on veut pouvoir émettre pour avoir le même niveau d'industrialisation que vous, etc. C'est bien ces questions-là, quoi, qui sont au cœur. Et d'autres plus paternalistes disent, non, sortez du charbon, c'est une énergie du passé, voilà. Alors que... Et puis, ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, on va tout décarboner, et donc ces questions-là, on n'est même plus vraiment à les poser. Enfin, voilà, c'est un peu ça l'enjeu, quoi. Donc non, vraiment, je pense que c'est plutôt. Il y a un dernier point aussi sur lequel je voudrais insister. Je pense qu'on a une vision des fois un peu simpliste et manichéenne de ces trucs-là. Par exemple, c'est évident que les pétroliers, en particulier Exxon, sont responsables et d'une certaine manière coupables. Du climato-scepticisme, des marchands de doute, etc. Ils ont financé ça. Ils ont financé ça, évidemment. Après, c'est aussi des boucs émissaires faciles. Parce que, je veux dire, le pétrole qu'ils produisent, en fait, ils profitent à énormément de secteurs économiques. Par exemple, je sais pas, l'industrie automobile, bizarrement, est beaucoup moins sujette à la vindicte médiatique que Total. Il n'y a pas de raison, hein. Enfin, je veux dire, ils sont tout aussi dépendants. L'aviation, pareil, c'est tout aussi responsable et dépendant. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin. En fait, c'est tous les transports, toute la construction, toute l'extraction minérale. Tout ça est entièrement dépendant des énergies fossiles et donc du travail de Total, Exxon, etc., quoi. Pour ça que j'aurais tendance à dire que c'est assez confortable pour les citoyens de dire, il y a quelques grands méchants. On leur met des noms, Total, Exxon, machin chose, et on s'interroge pas sur le fonctionnement de notre économie en général. Il n'y a pas un capitalisme fossile et un capitalisme vert. Ça, c'est des conneries. Le capitalisme fonctionne sur des réseaux techniques qui sont complètement entremêlés, quoi. Voilà, c'est un peu ça, moi, il me semble, il faut qu'on soit capable de discuter sérieusement. Jean-Baptiste, il y a... tu sais, quand on... Je vais essayer, parce que Lucas me fait souvent la remarque que je formule des questions très 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 longues.
Donc je vais essayer de la faire en... Mais est-ce que je t'ai répondu sur le côté démobilisant? Totalement. Non, si. Moi, au contraire, on aura enfin on va clarifier les problèmes. Et je pense que ce sera beaucoup plus, ce sera des débats beaucoup plus politiques et qui impliqueront le citoyen aussi. Parce que si le sujet c'est, alors est-ce qu'il faut mettre tant de CCS versus tant d'hydrogène en 2050, objectivement le béotien et tout le monde, on sait rien. Les économistes y croient savoir, mais objectivement ils parlent de technologies qui a priori ont du mal à exister. Donc en fait, bon voilà. Si on parle de répartition et de l'utilité du carbone, là d'un coup chacun a son mot à dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que ça, au contraire, ça mobilisera beaucoup plus. Moi, Jean-Baptiste, il y a un truc, tu vois, il y a quelque chose que je ressens beaucoup chez toi et que je ressens beaucoup, je suis beaucoup sur l'émotion, hein, sur ce que je perçois des personnes. Chez d'autres chercheurs avec qui on a discuté, c'est cette volonté d'équité, de justice sociale, tu sais, entre le Nord et le Sud, de permettre à des pays d'émettre pour pouvoir sortir de la pauvreté, pour pouvoir avoir accès à l'eau, à l'énergie, à des choses décentes, en tout cas, ce qui leur permet de vivre, tout simplement, parce que les gens, effectivement, il y a des gens qui sont dans des situations où ils ne peuvent pas vivre. Mais j'ai lu un livre, tu vois, qui me rappelle qu'il y a toujours eu des inégalités dans les sociétés, Jared Diamond. Ouais. Et moi, j'ai toujours peur entre cette espérance qu'on a, tu vois, de se dire, bon les gars, ce serait quand même bien que dans les pays industrialisés, les pays occidentaux, le Global Nord, on diminue notre empreinte écologique et énergétique pour laisser d'autres pays, en fait, avoir une empreinte. Et à la fois, j'ai peur de me dire, ouais, mais si on le laisse, et ça va paraître très avocat du diable, mais si on part de ce principe-là, qu'est-ce qui empêche des gens qui goûtent à cette profusion et à cette abondance de ne plus pouvoir s'arrêter tout comme nous? Tu vois ce que je veux dire? Non, si tu veux laisser de la place dans l'atmosphère. En fait, bon, déjà, le côté paternaliste, on va laisser les pays, autant te dire, ça va se faire. Hein. Je veux dire, c'est pour ça que les scénarios net zéro sont complètement aberrants. C'est qu'ils sous-estiment largement le potentiel de développement économique des pays pauvres. Je veux dire, en tous les cas, c'est pas comme si... Parce que les pays pauvres sont en train de diminuer leur biocapacité. Je veux dire, oui, non, bien sûr, mais ils sont aussi en train de développer des infrastructures, d'ouvrir des mines de charbon, de construire des cimenteries. Enfin, c'est comme ça qui est en train de se passer à l'échelle mondiale. Quoi. On est encore dans une phase de développement économique, pas du tout de réduction de l'empreinte matérielle et voilà. Donc, non, là, je pense que, enfin, le problème, c'est que dans tous les cas, ça va avoir lieu. La question, bah oui, c'est aux pays riches de laisser un peu de place parce que ce truc-là va avoir lieu. Voilà. Mais comme c'est toujours des histoires de rapport de force, est-ce que ça va avoir lieu, ça, non, justement? Je pense pas que ça aura lieu, effectivement. Mais donc, il y aura toujours un principe de domination, quoi qu'il arrive, parce que bien sûr. c'est, à partir du moment où on touche aux économies, l'Occident, j'aime pas utiliser le terme l'Occident, on peut plus dire le Global Nord, dont la Chine fait partie aujourd'hui. En tout cas, l'Est de la Chine, clairement. Ouais. Voilà, clairement tout l'Est de la Chine, parce qu'après, bon, c'est des montagnes et des déserts, mais en tout cas, ça c'est sûr, Shanghai, Pékin et tout, vont chercher de plus en plus dans les pays du global sud, que ce soit de la main-d'œuvre, des terres arables, de l'énergie, des matières premières, l'amènent au nord et font ruisseler ensuite avec des investissements. Le Sénégal, oui, voilà, on voudrait investir dans une mine de ça. Ok, super, vous empruntez à nos banques à nous. Voilà, il y a toujours, on va dire, ce statu quo. Mais quand tu vois ces COP dans laquelle ils sont là en train d'appeler en disant, s'il vous plaît, laissez-nous-en. Globalement, cette promesse qu'on a aussi de dire oui, il faut laisser les pays du Sud se développer, il faut leur donner l'opportunité. Nous, on va décroître. Il n'y a pas encore de terme de décroître. Jamais. Il y a pas. On sait que ça va pas se produire. Je suis assez d'accord avec toi. Mais qu'est-ce qui va se passer alors à partir du moment où le statu quo reste? Il va y avoir des révoltes dans les pays du global Sud, qui ont aussi cette promesse qui est intégrée de se dire je veux la maison 4 façades et je veux la grosse bagnole, pour lesquelles les questions climatiques sont présentes. Mais honnêtement, je suis retourné au bled pour dire bonjour à la famille, avec tout le respect que je dois avouer, parce que le bled c'est un peu péjoratif. Ça faisait 10 ans que j'avais plus été. Et j'ai parlé beaucoup avec des cousins là-bas qui ont dit non mais frère, moi si j'ai pas ce que t'as, si je l'ai pas ici, je viens le chercher chez toi. On zappe à la télévision, on nous montre, on est sur TikTok, sur Instagram, on est nourri par ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? C'est l'objectif. Moi, je suis pas non plus, je suis historien, j'ai pas envie de faire des leçons à tout le monde et tout, c'est pas du tout mon rôle, je m'en sens en fait parfaitement incompétent, en fait. Et ça m'énerve d'ailleurs, les intellos qui commencent à faire leçon à tout le monde. Je pense que si les pays riches arrivent à montrer qu'on peut vivre une vie décente avec de la santé, de l'espérance de vie, une retraite, chose de base, j'ai envie de dire, l'éducation, sans avoir l'exubérance matérielle, à savoir la bagnole, la maison individuelle, les émissions qui vont avec,
peut-être que ça dessine autre chose que le mode de vie américain, pour dire les choses simplement, parce que il y a encore le Global North, ça veut pas dire grand-chose aussi. Il y a un énorme écart entre l'Europe de l'Ouest et les États-Unis en termes d'émissions. Voilà, donc déjà si dans les pays pauvres, je sais pas, moi j'ai vécu au Mexique à un moment, le modèle c'est clairement le modèle américain. Effectivement, c'est la plus grosse bagnole possible, la plus grosse maison, machin. Ce serait peut-être mieux de s'inspirer aussi de pays où il y a quand même moins c'est moins ça le grand modèle, quoi. Mais comment est-ce qu'on s'inspire? Parce que c'est tellement cool, la grosse bagnole. Franchement, non. Non, ça l'est pas. Ça l'est pas. Moi, je m'en fous. Je m'en contrebalance. Ouais. Mais dans le schéma dans lequel j'étais, le schéma intellectuel de l'époque, comme ça fonctionnait avec les films, ça fonctionnait avec le soft power. Oui, non, mais ça fait partie de tous les trucs qu'il faut changer, effectivement. Mais il faudrait changer. Quel moment dans l'histoire des choses ont basculé culturellement parlant? Ah oui, non, mais je reviens à tes compétences. Je préfère ça, Mais c'est pour comprendre, essayer de comprendre à quel moment. Aujourd'hui, on voit les contraintes. Il y a une contrainte personnelle, culturelle, qui est là, qui nous empêche parce que, c'est pas qu'elle nous empêche mais à quel moment est-ce que dans l'histoire, on a eu des gros changements positifs qui ont permis à des pays d'éviter des catastrophes? Alors, je vais d'abord faire les changements négatifs. Excuse-moi, en fait. Allons-y. En gros, l'histoire rend plutôt déprimé et déprimant. Enfin, c'est plutôt déprimant les leçons qu'on tire de l'histoire. Soyons déprimés. Non, mais je vais pas faire ça. Mais là, tu peux le faire. Si, tu peux le faire. Par contre, mais la connaissance de comment ça s'est passé montre aussi les contingences. Contingences, c'est-à-dire, en gros, ça aurait pu être autrement. Et ça a un effet un peu libérateur, je trouve. Alors, par exemple, pour la bagnole. C'est pas comme si la bagnole... tu vas être dans le positif ou dans le négatif, là? Je vais être dans le positif, tu vois. D'abord, t'as pas envie de commencer par le négatif? Non, attends. Vas-y. Je te laisse la bagnole, c'est pas comme si les humains, instinctivement, avaient envie d'une bagnole. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, quoi. La bagnole, à ses débuts, c'est détesté par la population. Dans les années 1910-1920, c'est qui a une voiture? C'est les grands bourgeois. Et ça emmerde tout le monde. C'est bruyant, c'est polluant, ça écrase les gens. C'est bête, mais c'est vraiment des choses aussi bêtes que ça. Et ça abîme les routes aussi, donc ça coûte cher pour la collectivité. Et donc, on a plein d'articles de la presse, mais en plus pas dans les revues anarcho-syndicalistes, dans le Times, dans The Economist, qui disent « Non mais la voiture, on va pas tolérer la voiture à Londres, ni dans les rues de Paris, c'est pas fait pour ça, quoi. » Donc, il y a une vraie haine de la voiture. Aux États-Unis, dans les années 20, il y a des manifestations où tu as des dizaines de milliers de personnes qui disent « On ne veut pas de voiture ». Il y a des processions qui sont faites, ou des monuments aux morts plutôt, qui sont construits pour les enfants qui sont morts écrasés sur les roues des voitures. Un peu inspiré des monuments aux morts de la Première Guerre mondiale en Europe. Donc on a vraiment, on aurait pu imaginer en fait un monde où l'automobile se serait pas développée autant qu'elle s'est développée. On a un exemple qui est assez amusant, c'est la Suisse, et même c'est le canton des Grisons, à l'est de la Suisse, où on parle allemand. Ils interdisent la voiture individuelle en 1910. Pas de voiture individuelle, interdiction. Par 10 fois, l'Automobile Club suisse essaye de casser cette interdiction. Et par 10 fois, il y a une votation, une sorte de référendum, quoi. Et par 10 fois, les habitants du canton des Grisons disent non, mais non, on ne veut pas de voiture individuelle. Et ils ont des super arguments. Ça abîme les routes, ça fait de la concurrence au chemin de fer, qui est une compagnie nationale, donc il va falloir subventionner ça, plein de bons arguments. Mais ils sont pas technophobes. Ils ont bien conscience que les ambulances, par exemple, c'est vachement utile, que les camions aussi, ça rend... L'ambulance n'est pas une voiture individuelle. Non, bien sûr, voilà. Donc, en fait, en gros, il faut faire preuve de discernement technologique. La technique, c'est pas bien ou mal en soi, ça peut être adapté à nos besoins, à nos volontés, à la structure sociale, à ce qu'on veut en faire. Et ça, je crois que ça peut donner quand même un peu des signes de voilà ce qu'il faudrait faire, quoi. Il faudrait, par exemple, là, au moment où on est en train d'électrifier le parc automobile, c'est plutôt bien d'électrifier le parc automobile. C'est pas une question c'est bien ou c'est mal. C'est mieux que la voiture à essence, évidemment. Mais c'est pas du tout zéro carbone. C'est pas vrai. Parce que faire une voiture, ça consomme beaucoup de CO2. C'est fait en acier, une voiture principalement. Et ça émet du CO2. Bon. Donc, au moment où on est en train de repenser, on est en train de refaire le parc automobile, il faut entièrement repenser la place de la voiture. Les voitures doivent être toutes petites. On s'en sert que quand c'est vraiment utile. Et on met l'accent sur les transports en commun. Et en fait, dire, on va tout électrifier le parc, ça évite de poser ce genre de questions. Évidemment, c'est tellement plus confortable de dire, on va rien changer, on va simplement mettre une batterie à la place d'un moteur à explosion et tout va être réglé. C'est pas vrai. Et donc, l'histoire, quand même, donne à voir qu'on aurait pu imaginer des développements différents. J'ai envie de dire, s'il y avait vraiment eu une vraie démocratie sur ces gros choix-là, genre l'automobile individuelle, je pense que ça aurait pris beaucoup plus de temps, en tout cas. Ça aurait été régulé, borné, normé, ça ne serait pas passé comme ça s'est passé. Donc voilà, c'est là où je dis l'histoire peut aussi donner un peu des raisons d'espérer, quoi. Enfin,
Voilà. Après, j'ai l'impression qu'on est même plus capable, enfin, on voit avec l'IA, etc., on a l'impression plutôt d'une fuite en avant et les États qui sont complètement impuissants et dépossédés de ça, je suis d'accord. Oui, en fait, c'est le fait d'une personne. Si une personne est milliardaire et se dit, bah, moi, j'ai envie de faire un délire et j'ai envie de faire des pigeons électroniques, c'est nouveau, ça aussi, c'est, voilà, enfin, on sait que les milliardaires ont toujours eu un pouvoir d'influence sur la politique, sur des choix politiques, dans l'histoire. Enfin, tu pourras peut-être être beaucoup plus précis que moi, certainement. Mais aujourd'hui, le patron d'OpenAI décide à lui tout seul de ce que doit être l'IA, à lui tout seul. Hein, je dis, il va se réveiller un matin, non, voilà, ça, j'y vais. Et donc, c'est-à-dire que mon fils qui naît, moi, toi, en fait, le voisin du PDG d'OpenAI, on n'a absolument pas du tout, et même l'État, notre mot à dire, parce que c'est le libéralisme, c'est une société, elle fait ce qu'elle veut. Puis surtout, les États sont en compétition les uns avec les autres par rapport à l'innovation. Voilà. On ne veut surtout pas, si les Américains le font, il faut absolument que l'Europe le fasse, parce que sinon on va rater le train. Voilà, c'est comme la course à la Lune, ils sont dessus, faut qu'on y aille, et alors que ça pose question. Et justement, c'est un petit peu ça aussi. C'est quand on discute avec les Total Energy, avec Ericsson, ils disent ouais, mais si nous on le fait pas, si nous on n'exploite pas, un autre le fera. Et qu'on est de nouveau dans ce concept de compétition. Mais Elon Musk, c'est pareil, c'est lui qui décide de ce qu'il veut faire. Donc voilà, je sais pas s'il y a une charte qui lui tombe dessus pour le CO2 qu'il doit respecter, mais en tout cas il en envoie avec tous ses essais, etc. Bref, on a compris qu'il y a une fuite en avant. Mais à quel moment dans l'histoire il y a eu les contraintes, on va dire, environnementales, le déterminisme environnemental qui a permis de remettre éventuellement une région dans est-ce que justement c'est ça que je veux te dire, c'est que dans l'histoire il y a des éléments, alors tu vas me dire peut-être la chute des Aztèques ou des Mayas ou des Incas, j'en sais rien, mais qui fait que on s'est réorganisé et qu'on a bien fonctionné. Alors, on a des exemples. Je peux te donner des exemples, hein, mais je dis avant de les dire, ils sont pas, à mon avis, applicables à notre situation. Ça s'applique assez mal. Alors, l'exemple qu'on a, c'est plutôt des crises. Un exemple qui est assez connu, hein, c'est le cas de Cuba après la chute de l'Union soviétique. Ils avaient accès à un pétrole subventionné, bon marché, qui venait du grand frère communiste. 92, c'est fini. Ils n'ont pas les moyens d'acheter beaucoup de pétrole sur sur le marché international. Et donc, ils ont été obligés de entièrement réorganiser leur société, leur agriculture, beaucoup moins d'intrants, donc plus d'agriculture biologique d'une certaine manière. En fait, c'est surtout une agriculture pauvre, en fait, ça veut dire ça. Beaucoup plus de transports en commun. On décentralise par exemple le système universitaire parce que les étudiants ne peuvent plus aller à la Havane, c'est pas possible. Donc voilà, mais enfin comment dire, c'est parce qu'ils ont subi un choc pétrolier énorme, bien plus grand que le choc pétrolier que les pays riches ont subi en 73, rien à voir. Et ça s'est vu dans leur corps. Ils ont perdu en moyenne 5 kilos en 10 ans, les Cubains, entre 1992 et 2002. Ça s'appelle parce qu'après 2002, il y a le Venezuela qui s'est mis aussi à produire du pétrole et qui leur en a exporté. Mais voilà, donc mais ouais, c'est très violent, quoi. Et je pense pas que ça soit applicable à ce qu'il faut faire, parce que c'est pas acceptable, en tous les cas. Donc, voilà. Et ce qu'on vit avec le changement climatique, c'est pas du tout un choc énergétique. Là, c'est un autre point important, quoi. Le changement climatique, c'est l'inverse. C'est qu'on a pléthore d'énergie fossile, et que si on met les moyens, on arrive à en trouver toujours plus, et que, en tout cas, l'horizon où le pétrole va vraiment commencer à coûter très cher parce qu'il n'y en aura plus assez, il est plus loin. Et le charbon, j'en parle même pas, il est plus loin que l'horizon du dérèglement climatique où c'est très grave pour une bonne partie de la population mondiale. C'est ça le problème, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que c'est pas des analogies qui marchent bien. C'est pas des exemples qui s'appliquent bien à des pays riches, quoi. Quand le changement climatique, à partir du moment où il détricote un petit peu nos sociétés par-ci par-là, bon, globalement, on a toujours accès à l'énergie, tu as dit toi-même, il y en a beaucoup dans le sol, hein, au final. On parle de beaucoup de ces notions de pic pétrolier, voilà, qu'on a atteint le maximum. Toi, tu estimes que c'est une bonne chose? Ce serait bien, mais c'est pas le cas, malheureusement. On va toujours améliorer les moyens techniques qui vont permettre d'aller chercher plus loin, en investissant plus d'énergie de base. D'ailleurs, c'est très drôle quand tu parlais de synergie des énergies. C'est vrai que j'avais eu un entretien, je sais plus, avec Vincent Minero, qui me disait que les éoliennes offshore en mer alimentaient des plateformes pétrolières. Oui, ça c'est en Norvège, effectivement. Le plus gros champ d'éolien offshore, c'est un truc qui appartient à Equinor, anciennement Statoil, qui sert à effectivement extraire du pétrole. On a plein d'exemples comme ça. Total met des panneaux solaires dans certains pays du Golfe pour alimenter ses raffineries, ses puits, etc. Voilà, donc c'est un truc on rajoute donc le renouvelable aide le fossile. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision justement que le renouvelable qu'on déploie aujourd'hui, qu'il soit photovoltaïque, éolien ou que même toutes les infrastructures nécessaires au fonctionnement, à la fabrication, au fonctionnement et à la maintenance d'une centrale nucléaire, nécessitent en fait une industrie à la base fossile? Est-ce qu'il est possible, par exemple, que demain,
du photovoltaïque, des éoliens et du nucléaire produisent une centrale nucléaire, des palmes d'éoliennes et du photovoltaïque. Je pense que c'est pas possible techniquement parce qu'il y a du ciment, il y a de l'acier, il y a plein de métaux compliqués où effectivement on a besoin de très haute température. Parce qu'il y a aussi un schéma de croyance. Mais c'est pas très grave ça. Enfin, je veux dire, c'est vraiment à mon avis un faux problème, quoi. Parce que en fait, les émissions liées à la production des panneaux solaires et des éoliennes, je dis pas que c'est rien, mais c'est pas ça qui pèse lourd. D'accord. Sincèrement, c'est pas. On peut faire des calculs, hein, ça se fait, c'est pas très compliqué. Hein. Enfin, on peut estimer. En gros, faut imaginer que pour remplacer toutes nos centrales thermiques, gaz, charbon, avec des éoliennes et des panneaux solaires, il faudrait en gros 50 gigatonnes de CO2. Un peu plus d'un an d'émission. Un investissement très rentable. Puisqu'après, tu es tranquille pendant 30 ans. Oui. C'est quand on dit ça divise par 10, 15, 20 l'intensité carbone de l'électricité. C'est ce même calcul, en fait. Voilà. Donc ça vaut le coup de le faire. Il n'y a pas photo. La question plutôt, à mon avis, importante, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette électricité? C'est-à-dire, si c'est pour faire des gros véhicules électriques de 2 tonnes, qui roulent sur des routes en béton, qui encouragent l'expansion urbaine, plus de maisons, de plus en plus grandes, avec plus de biens dedans. Au total, oui, non. Dans ce cas-là, l'énergie renouvelable alimente un système matériel qui dépendra encore des fossiles pendant très très longtemps, et donc on n'a pas résolu le problème. Voilà, donc c'est pour ça que c'est bien la question de la croissance économique qui reste quand même une question clé, quoi. Voilà, donc je crois que c'est comme ça qu'il faut le penser plutôt. Tu vois, c'est pas une critique des panneaux solaires, c'est plutôt une critique de qu'est-ce qu'on va faire de cette électricité relativement propre. C'est ça la question importante qu'il faut qu'on se pose. Mais donc si on est toujours dans cette phase de synergie, que pour toi, on va continuer à prendre le pétrole, et d'ailleurs, ils le disent, hein, Total Energy, il a bien dit qu'ils envisagent 3 à 5% par an de production en plus, qu'ils visent toujours à autant extraire, et toutes les compagnies fossiles au monde, alors ça veut dire qu'on se dirige vers 3,5-4 degrés. Tu penses qu'on va activer la géo-ingénierie? Alors une fois encore, moi je suis pas prophète, j'ai pas envie de... En gros, il est probable qu'on atteigne effectivement les 3 degrés en 2100, mais moi ce qui me frappe, c'est qu'on s'arrête en 2100. Enfin, tu vois, on peut continuer. Enfin, pourquoi on s'arrête en 2100? Le raisonnement, il vaut. Puis, vu que c'est cumulatif, on pourrait faire 2150 maintenant. Hein. Sachant que les perspectives 2100, c'est quand on réfléchissait en 1970. Maintenant, il serait temps de réfléchir à 2150, je trouve. Donc, je sais pas. La réponse est moi je sais pas en fait. La géo-ingénierie, moi ce qui m'inquiète c'est que c'est de plus en plus à la mode chez les climatologues. C'est-à-dire les climatologues qui avant étudiaient le changement climatique, maintenant commencent à étudier la géo-ingénierie. Ils en parlent beaucoup aux États-Unis de ça. Ouais, je trouve aux que nous en États-Unis, en France, Angleterre, on n'en parle pas encore trop, effectivement. Ouais. On est très à la ramasse quand on en parle. Je sais pas si on est à la ramasse. Est-ce qu'on on pourra avoir raison? Ça se trouve, faut pas en parler. De nouveau, je veux dire, un pays pourrait décider à lui tout seul d'aller balancer du soufre dans l'air. Pour réfléchir à la lumière, pour essayer d'avoir une sorte d'équilibre radiatif. Mais voilà, imagine un pays décide de le faire par lui-même, les États-Unis, il embarque le reste du monde dans une expérience dont on n'a aucune idée comment ça va finir. Je suis d'accord. Alors maintenant, transition. Ok, on a compris que le terme là, il est problématique. Transformation, métamorphose. Alors, moi, j'ai pas envie d'inventer de nouveaux mots. C'est pas mon job. Je suis pas publicitaire. Ce qu'on fait avec tout ce qu'on est en train de faire, dans les efforts qu'on fait, parce que c'est pas comme si on faisait rien quand même. Dans les efforts qu'on fait, avec les panneaux solaires, les éoliennes, toutes ces subventions qui vont dans les techniques plus ou moins décarbonées, on réduit l'intensité carbone de l'économie. On fait rien de plus. Voilà, c'est tout. Je suis désolé, c'est pas sexy, on va pas mettre ça sur les affiches en disant réduisons l'intensité carbone de l'économie, mais c'est ce qu'on fait, voilà. Donc j'ai pas envie d'inventer d'autres mots. Je pense qu'il faut poser la chose comme ça, parce que comme ça on est obligé de poser la question de la sobriété. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. D'accord. Est-ce que tu as un élément que tu voudrais rajouter, qui est important, que tu estimes toi-même, tu sais, un sujet qui fâche énormément encore aujourd'hui, mais sur lequel c'est important de pouvoir ouvrir ses oreilles au-delà de la transition. Hein, ça peut être. Alors, moi, un truc qui m'horripile parmi les collègues scientifiques, tu vois ce que je veux dire, parce que dans le monde entier, il y a plein de trucs qui sont énervants, mais quand ça vient de collègues qui, a priori, doivent produire des énoncés plus ou moins vrais quand même, c'est embêtant, c'est la promesse du stockage de carbone. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très dangereux, dire qu'on va stocker des milliards de tonnes de carbone dans le futur, après 2050 souvent. C'est très présent dans les modèles du groupe 3 du GIEC qui nous permettent d'atteindre la fameuse neutralité carbone. Ça prend des proportions gigantesques. Pour donner un exemple, dans le dernier rapport de 2022, suivant l'éventail des scénarios, parce qu'ils tracent plein de scénarios différents en fonction de si tu vas plus ou moins vite sur les renouvelables, tu as besoin moins de capture ensuite, etc. Enfin, c'est ce genre de trucs qu'ils arbitrent. Suivant l'éventail des scénarios, il faudrait stocker d'ici à 2100, désolé, il y aura des chiffres, c'est un peu, mais entre 170 et 900 gigatonnes de CO2 sous le sol. Et on le fera avec de la bioénergie, donc du bois, qui va permettre de faire de l'électricité. On va récupérer le CO2 à la sortie des centrales et on va l'enfouir sous le sol. Technologie qui, pour l'instant, n'existe pas, qui n'est pas du tout compétitive. Enfin, bon, ça n'a pas grand sens, quoi.
Alors, c'est juste qu'il faut redonner quelques ordres de grandeur. Entre 170 et 900 gigatonnes de CO2, ça veut dire que chaque année, il faudrait stocker entre 2 et 12 tonnes de CO2 par an. La production mondiale de bois actuelle, c'est 4 gigatonnes. Donc il faudrait tripler, quadrupler la production mondiale de bois. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ça? D'ici 2050, enfin, je sais pas, mais si on voulait vraiment faire ça, il faudrait investir carrément en ce moment dans les forêts, quoi, enfin, et dans les plantations forestières. Il n'y a pas assez d'investissements, c'est pas vrai. Et puis le bois, ça pousse avec les fossiles. Il faut des engrais, parce que c'est pas du bois, c'est pas des vieux chênes centenaires qu'on va utiliser. C'est des eucalyptus à croissance rapide où on met plein d'engrais, plein de pesticides, et puis des engins forestiers qui coupent ça, qui fonctionnent au diesel, évidemment. Tout ça n'a pas grand sens. Voilà. Et moi, je suis très embêté qu'en fait, les scénarios qu'on présente comme vraiment, voilà, l'expertise internationale nous dit qu'il faut faire ça, ils sont absurdes. Je trouve ça très inquiétant et très embêtant. Et par exemple, donc ça commence surtout dans les années, alors on parle beaucoup de ça à partir de 2005, 2006, après un rapport du GIEC sur le CCS. Mais qui poussait le CCS au vent avant? Le CCS, c'est Carbon Capture and Storage. Qui a poussé le CCS historiquement? C'était l'industrie pétrolière. Dès 89-90, ils sont à fond là-dessus. Il y a une voie de sortie, c'est on va faire du charbon propre, on va récupérer le CO2. Pour continuer à faire ce qu'on fait. Exactement, pour éviter de toucher le capital. Et on promet que ça arrivera pour continuer à faire ce qu'on fait. Exactement. Et en fait, ce truc-là, c'est diffusé dans le monde scientifique, parce que quand vous êtes quand vous avez de l'argent, vous pouvez organiser des conférences, où des scientifiques publient des papiers, qui sont peer-reviewed, il n'y a pas de problème, et ça finit et c'est sanctifié par un rapport du GIEC en 2005, sur un rapport sur le CCS. Alors que si on regarde un petit peu auparavant, les experts du charbon, etc., étaient parfaitement honnêtes jusqu'à ce moment-là. Ils disaient non mais le CCS c'est un truc parfaitement impraticable. Ça coûte très cher, ça consomme énormément d'électricité. En gros, il faut tellement d'électricité que toutes les 3 centrales thermiques à charbon, il en faut une 4e uniquement pour récupérer la pollution de l'autre, enfin des autres. Voilà, tout ça n'a pas grand sens. Bon. Et c'est devenu un truc officiel, et c'est ça qui a permis la signature des accords de Paris en 2015. Bon. Parce que en fait, le CCS aussi, l'avantage c'est qu'on le fera plus tard. Après 2050, donc on met ce qu'on appelle un taux d'actualisation. C'est-à-dire, en fait, en gros, l'argent maintenant, ça vaut plus que l'argent dans 10 ans. Si je te dis, je te donne 100 euros maintenant ou je te donne 100 euros dans 10 ans, tu préfères avoir tout de suite les 100 euros. Bah oui, bien sûr, c'est ça. Donc les économistes, ils prennent ça en compte en disant, il y a un taux d'actualisation. Mais c'est-à-dire que les investissements que tu feras après 2050, ils te coûtent pas cher maintenant. C'est ce que je veux dire, rapporté au dollar actuel ou à l'euro actuel. Ça, plus ce qu'on appelle les courbes d'apprentissage. En gros, toutes les techniques deviennent moins chères au fur et à mesure du temps. Ça marche pour certaines techniques. Genre panneaux solaires, ça a bien marché. Ça marche beaucoup moins pour d'autres. Par exemple, les chemins de fer. Ça coûte de plus en plus cher de faire des chemins de fer. Les Anglais devaient faire un TGV, ils n'ont jamais réussi à le faire tellement ça leur coûtait cher. Voilà. Donc vraiment, ça repose sur des hypothèses très faibles en fait. Voilà. Et ça m'embête beaucoup. Et je crois que c'est très important qu'on ait un débat et que les citoyens mettent leur nez là-dedans. Regardent ces rapports-là et les lisent. Ça paraît austère, c'est des gros PDF de 2000 pages et c'est pas d'une lecture passionnante. Mais en fait, quand on le regarde avec un œil un peu aiguisé, on se dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter en fait? Tu me rappelles, j'avais été à un événement organisé par le Shield Project sur la capture et stockage du carbone, où ils ont invité des gens qui représentent ces industries, des gens qui ont étudié les questions, et donc ça regardait la séquestration naturelle, et la séquestration artificielle, anthropique, t'as compris. Et il y avait un ancien de Total qui était là-bas, un ancien. Il n'était plus soumis à quoi que ce soit. Et il a dit, mais si, il faut respecter les accords de Paris et que nous devons évaluer, je pense, un quart. Ils imaginaient de devoir stocker un quart des émissions anthropiques mondiales, et ils disaient que stocker un quart représentait, en termes de nécessité énergétique, tout l'ensemble de la production de gaz, de pétrole et de charbon en kilowattheure. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser 80% de l'économie mondiale pour pouvoir stocker 20% des émissions de cette même économie. Donc en fait, et moi je me dis mais le gars il a travaillé là pendant et c'était drôle parce qu'il disait justement qu'il était un peu tout seul à bosser là-dedans et qu'il a eu un prédécesseur, enfin il y avait son prédécesseur qui ensuite il a passé le flambeau à quelqu'un avec un petit bureau. Et tu dis ouais mais attends, quelque chose qui pèse autant dans l'avenir du monde. C'est clair. Comme c'est vendu, c'est un petit bureau d'un gars qui se passe le flambeau. Mais là, Northern Lights, qui est un projet de stockage du carbone qui est inauguré en ce moment, il compte stocker 1,5 million de tonnes de CO2 par an. Ça a coûté énormément d'argent. L'Union européenne, d'ici 2030, je crois, veut stocker, je sais plus, c'est 50 millions de tonnes de CO2, un truc comme ça. Donc il faudrait 30 Northern Lights qui devraient commencer. On est à 40 milliards par an, quoi. Non, mais je veux dire, c'est juste, oui, en plus à l'échelle mondiale, ça n'a aucun sens. Donc, non, mais oui, effectivement, c'est n'importe quoi. Voilà. Et je crois que c'est vraiment important qu'on ait bien ça en tête. Alors, le problème des technosolutionnistes, ils vont dire, mais maintenant, avec le solaire, on a autant d'électricité qu'on veut.
C'est ça En fait, ce qui est assez bizarre, moi, je suis historien, donc j'ai bien vu à quel point, en fait, des promesses typiques de l'âge atomique, des années 50-60, ont été recyclées maintenant dans l'âge solaire, dans l'âge éolien, dans l'âge des renouvelables, quoi. Et ce qui est marrant, un peu triste, c'est que pendant longtemps, en fait, dans les années 70, l'écologie, elle était pro-renouvelable, à juste titre, mais c'était lié quand même à l'idée qu'il fallait un peu transformer notre économie, parce qu'on parlait des imaginaires, etc., pour que les renouvelables puissent vraiment satisfaire les besoins de l'économie. Il fallait transformer l'économie. Et là, maintenant, depuis que les renouvelables, on le vend en poupe, maintenant que c'est devenu une grosse industrie, en fait, pour dire les choses simplement, c'est fini, ça. Non, on va résoudre tous les problèmes avec des panneaux solaires et des éoliennes, ce qui n'est pas vrai, en fait. Voilà, ce qu'il faut. Mais au moins, ça peut permettre d'améliorer un maximum. Est-ce qu'on peut y croire? Est-ce que, pour ce coup-ci, on peut se dire, ça dépend de nouveau pourquoi? Tu l'as dit là tout à l'heure. À quoi est utilisée l'électricité? C'est utilisé pour alimenter des centrales à charbon, enfin bref. Oui, ça c'est le cas pathologique, mais c'est pas voilà, mais c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ça doit changer dans une refonte complète de notre système politique, de notre système de gouvernance économique, de comment est-ce qu'on fait l'économie. De nouveau, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on claque des doigts et qu'on décide, nous, en tant qu'homo sapiens, de se dire, venez les gars, on va faire quelque chose de plus vertueux? Ou de nouveau, excuse-moi, je vais être très honnête avec toi, JB, est-ce qu'on doit se ramasser des claques à ce moment-là pour se dire, bon, on va faire autre chose, on va faire autrement parce qu'on s'est ramassé des claques? Alors le problème, c'est que les claques qu'on va se ramasser dans les pays du Nord arriveront bien après les catastrophes dans d'autres pays. Donc moi, je pense que il faut attendre la catastrophe pour agir. Mais ça excuse-moi, je t'interromps, mais ce qui est déjà en train de se produire dans les pays du Sud, de nouveau. Oui, aussi dans les pays du Nord, mais c'est le mort au kilomètre. Non, mais c'est horrible, c'est le mort au kilomètre. C'est oui, les pauvres là-bas. Quelque chose s'est effondré en Burkina Faso, au Bénin. Ça n'a pas le même impact que quelque chose qui se produit à Rome. C'est pour ça que les claques, faut que ça soit les populations qui les donnent au gouvernement et au monde industriel. En fait, en gros, faut se battre, quoi. Enfin, je veux dire, ça va pas arriver comme ça. Mais est-ce que tu penses que nous ici, on se battra réellement pour changer le système économique, changer les types de gouvernance, pour essayer d'être dans quelque chose de plus vertueux, qu'à partir du moment en fait où notre estomac crie famine? Mais pourquoi notre estomac crierait famine? Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de raison, quoi. Enfin, je sais pas, on surproduit des matières agricoles en France, en Hollande, là. La Hollande, tout petit pays qui a un géant de l'exportation des matières agricoles. Je crois qu'il faut, à mon avis, il faut pas avoir cet imaginaire de l'effondrement, etc. C'est pas comme ça que ça se passe, quoi, et que ça va se passer. Enfin, voilà. Je pense sincèrement que c'est un truc assez... Et ça va se passer comment, alors? Ça va se passer par des catastrophes de plus en plus fréquentes. Un risque. C'est sur le temps long. Ça se diffuse. Déjà, c'est une violence lente, mais brutale en même temps, puisque c'est des catastrophes. Le problème, c'est qu'en fait, je sais pas, il y a des papiers récents intéressants. Par exemple, dans le nord de la France, il y a eu des inondations graves, liées évidemment en grande partie. Vous aurez un podcast sur la science des attributions, mais en partie au changement climatique. Les personnes sinistrées maintenant, qui votaient pas forcément à l'extrême droite, maintenant votent à l'extrême droite. Donc il y aura plus en plus de gens fâchés. Furieux, et à juste titre d'une certaine manière. Et vu qu'il n'y a pas une offre politique qui leur parle, qui soit pas un truc d'extrême droite, c'est ça le danger aussi, c'est tous les effets démocratiques, politiques que peuvent avoir les catastrophes, quoi. Si ça fragilise certaines populations, ça fait pas forcément voter pour les partis qui essayent vaguement plus ou moins de faire des choses sur ces questions-là, quoi. Donc moi je pense que c'est plutôt ce genre d'effondrement politique qu'on aura avant le grand effondrement fantasmé par la science-fiction, quoi. Oui, voilà. Mais qui est quelque chose sur le temps long. Et d'ailleurs, quand on dit sur le temps long, c'est qu'à partir du moment où tu nais dans un contexte où tu es déjà dans une forme d'effondrement, c'est la normalité pour toi. C'est la normalité, oui. Et ton enfant naîtra dans un cadre où c'est sa normalité, en disant j'ai toujours connu que ça. Et au final, quelque chose se détricote sans en avoir réellement conscience. C'est la grenouille dans la casserole. Oui, j'ai jamais, évidemment... J'en sais rien si c'est vrai. Tu peux expliquer Non, mais la grenouille, paraît-il que quand on fait chauffer une casserole où elle est, en fait, elle se rend pas compte qu'elle est en train de bouillir et elle finit bêtement, alors qu'elle aurait pu sauter sans problème, de la casserole, quoi. Voilà, si la température monte progressivement. J'ai pas envie de tester. Exactement, j'ai pas trop. J'ai déjà voulu une grenouille, j'ai pas envie de la pauvre, de la bouillir, ça m'intéresse pas. Mais bon. Ça doit être une métaphore française, je sais pas si les Belges ont cette métaphore. Nous, c'est les homards qu'on tape dans le... Des conseils pour les jeunes générations, pour ceux qui regardent cette vidéo, qui se disent quand même, bon, moi, je suis en train de faire attention à ça, je suis en train de me mobiliser, mais là, concrètement... Mais mobilisez-vous, au contraire. Enfin, je veux dire, allez-y, c'est encore plus dur que ce qu'on vous a vendu, donc il faut encore plus se mobiliser, déjà. Deuxièmement, ça c'est bien gentil de dire ça, mais voilà, deuxièmement, regardez comment les choses sont faites, intéressez-vous au mode de production.
Ça, c'est un truc auquel moi je tiens beaucoup. On s'est désintéressé de la production. C'est dur à voir, JB. Oh, il y a plein de vidéos maintenant, il y a plein d'informations. Si on cherche, on trouve. Moi, je veux dire, j'ai écrit un bouquin entier sur l'histoire de l'énergie aussi en regardant des choses. Enfin, tu vois, en interrogeant les experts, les ingénieurs, etc. Il y a plein de gens qui sont prêts à vous transmettre des connaissances là-dessus, et ça vous donnera un regard beaucoup moins naïf, et ça musclera, enfin, ça aiguisera aussi votre regard politique. Donc, vraiment, c'est un conseil, à mon avis, un peu basique, mais il faut s'intéresser à comment on fait les choses, qui fait quoi, comment, avec quelle matière, quelle énergie, quel procédé de production. Et là, d'un seul coup, on aura, parce que je me mets là-dedans, hein, je fais partie des béotiens, en fait, parce qu'on est toujours béotien d'un truc, en fait. Mais on a une vision plus réaliste de ce que c'est vraiment que l'économie, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans, qui sont les acteurs vraiment importants, etc. Voilà, c'est un peu les 2 conseils que je peux donner. Merci beaucoup, merci Jean-Baptiste, pour ton invitation. Un très bon moment si tu es de passage à Bruxelles, parce que là nous sommes à l'Académie du Climat à Paris. N'hésite pas, on se check, on fera une partie 2, parce que j'ai beaucoup de questions, mais je sais que ton temps est limité, que tu dois manger et que tu dois donner un cours, c'est ça, hein? J'ai un rendez-vous à 2h, effectivement, là-dessus. Super, merci à toi. N'hésitez pas à vous abonner, commenter aussi cette vidéo, c'est très important. Et nous filer un coup de main sur Tipeee, sur PayPal.me, vous n'imaginez pas, même 1 euro par mois, à quel point ça permet justement de pouvoir être dans ce genre d'endroit, de pouvoir inviter des gens comme Jean-Baptiste, qu'on ne paye pas. On ne paye pas nos chercheurs, ce sera un comble quand même, on est bien d'accord. Et on vous mettra en description quand même un truc, si jamais vous avez aussi envie de creuser tous ces sujets, les ouvrages de Jean-Baptiste Fressos. Allez, portez-vous bien et à bientôt sur les mythes. Ciao tout le monde. Bye bye. Quelle est ta définition du réel ?